Fragment d'histoire Algérie-Montpellier, une production de Montpellier Méditerranée Métropole, réalisée par Radio Aviva. Rapatriés, harkis, appelés. Ils ont vécu en Algérie, y ont laissé leurs racines ou leur jeunesse, puis se sont installés à Montpellier. Découvrons comment les événements ont bouleversé leur vie personnelle et familiale. Bonjour. Bonjour. Né en décembre 1937, vous êtes un Montpelliérain de toujours. De la rue Pitot à la Paillade, vous avez servi la ville toute votre vie en tant que pompier volontaire et employé municipal. Vous avez aussi servi la France, qui vous a même décerné la médaille militaire à l'issue de votre service militaire, effectué en Algérie entre mai 58 et avril 60, sur les postes Piton de la frontière tunisienne. Monsieur Lardin, quel sentiment avez-vous ressenti lorsque vous avez compris que vous alliez faire votre service militaire en Algérie? Mais j'ai eu un peu d'inquiétude parce que je ne savais pas du tout où on partait, et également un peu d'angoisse. Voilà, et la peur de savoir comment tout allait se dérouler. Alors j'avais quand même la chance de rencontrer à la gare de Montpellier le jour du départ des connaissances de jeunesse. Alors ça a été un peu de réconfort de pouvoir parler et de nous changer les idées. Que connaissiez-vous de l'Algérie avant de partir? Et pour ainsi dire rien, que c'était un département français ou une dépendance française, c'est tout. Comment s'est passé le départ et le voyage? Puisque je crois qu'il y a une petite aventure avant de prendre le bateau. Oui, voilà. Alors nous étions, avant de savoir que nous partions en Algérie, nous étions cantonnés dans un chalet de haute montagne, un peu à longue distance de la civilisation. Nous sommes restés 4 jours. Puis les bahus sont venus nous chercher, les GMC. On est venu récupérer notre paquetage, venir de récupérer notre paquetage à Sauzier, l'endroit où nous faisions les classes. Et de là, nous avons embarqué dans les GMC et via la gare de Valence, où nous sommes embarqués dans des trains à bestiaux, on va dire, en direction de Marseille. Et ça s'est fait dans l'affaire de quelques heures, tout ça. On a été délogés du camp de haute montagne sur le coup de 4 heures du matin et nous prenions le train de suite après dans la matinée. Arrivé au camp de Sainte-Marc à Marseille, lieu de notre départ et d'embarquement, on a attendu le déroulement des choses et on ne pouvait pas communiquer du fait qu'on était cantonné dans le camp. J'ai eu la chance de pouvoir téléphoner à mes parents. Mon père était pompier à Montpellier, à la caserne, sachant que je pouvais faire le mur parce que j'ai eu une connaissance de classe qui se trouvait à Marseille. Et j'ai téléphoné donc à mes parents qui sont venus me chercher. Nous avons fait le mur 3. Et on savait que le bateau partait que dans 48 heures, la ville de Marseille. Et donc on a pu passer 48 heures en famille parce qu'on a été embarqué sans permission, sans rien. Des classes, on est parti directement sur le bateau. Comment s'est passé le voyage en bateau? Eh bien, le voyage, au départ, c'était assez bizarre parce qu'on a été en fond de cale, dans des chaises longues. C'était pas agréable. Il y avait toutes sortes d'odeurs. Et comme c'était une mer assez calme, on a pu monter sur le pont et on a passé pratiquement toute la nuit sur le pont, sur les chaises longues. Ça a été en fait un voyage agréable, on va dire. Est-ce que vous pouvez nous décrire le premier jour en Algérie, quand vous arrivez en Algérie? Le premier jour en Algérie, surpris de voir tous ces mouvements militaires, parce que le port était énormément garni. Nous on a été dirigés sur le stade de foot, on va dire, de Bonn. Et en file indienne, on a reçu une piqûre de rappel. Alors, je ne sais pas laquelle c'était. On en avait déjà reçu pas mal. Celle-là, je ne sais pas ce que c'était. Donc, alors c'était assez rigolo parce que on avançait avec
la veste du treillis une manche en moins. Et un premier infirmier nous tamponnait à l'endroit où on allait recevoir la piqûre. Le second nous piquait. Et le troisième nous injectait la potion, si on va dire. Voilà. Puis de là, on a attendu, on a dû prendre, je ne me souviens pas très bien, on a dû prendre une légère collation, parce que depuis le matin, nous avions rien. Et on était toujours en file indienne. Et nous étions... C'était des affectations qui étaient destinées... Alors, il y avait 4 affectations, on va dire. C'était le demi-bataillon de chasseurs alpins et le commando du bataillon. Alors, le premier, c'était le 12e, le 14e, le 25e et le commando. Voilà. Alors, souvent que vous étiez placé, vous alliez au 12e, au 14e, au 25e. Moi, j'ai eu la chance de me retrouver parce qu'on a pu changer dans les rangs. Il y a toujours un peu de malice de la part de notre part. On a essayé de se regrouper et on s'est retrouvé 2 ou 3 de Montpellier au 25e. Voilà. Et quel était l'état d'esprit de vos camarades du contingent? Oh, vous savez, ils étaient un peu révoltés parce qu'en plus, il y avait des événements. On venait d'apprendre que le prolongement du service militaire était de 3 mois de plus. Nous étions partis pour 18 mois, puis on a fait 24 mois, puis on a pris 27 mois, et même plus. Alors, on était un peu révoltés, mais enfin, vous savez, on pensait qu'il y a une chose à essayer de savoir, c'est que nous étions où nous allions, parce qu'on ne connaissait pas du tout notre destination. On savait que c'était le 25e bataillon de chasseurs alpins, mais où il se trouvait, on ne le savait pas du tout. On n'avait aucune connaissance. C'était inconnu. Et justement, vous vous êtes retrouvés sur les postes frontières, les postes Python sur la frontière tunisienne. Voilà. Alors d'abord, nous avons passé la première nuit dans la base arrière du régiment, qui était située dans un petit village qui s'appelait La Cale, un port qui s'appelait La Cale. Nous avons passé la première nuit là. Alors pour nous récompenser de notre gentillesse, on nous a fait monter la garde. Ils en ont profité, les anciens, ils en ont profité pour se libérer et pour nous faire monter la garde. Nous montions la garde, on n'avait aucune connaissance. Bien sûr, on avait quand même un peu d'inquiétude et de peur, parce qu'on ne savait pas du tout comment ça allait se passer. Le lendemain, après un petit déjeuner, on a embarqué sur le GMC, mais en direction de notre affectation réelle. Parce que là, nous étions en base arrière. Alors, ça a été assez pittoresque parce qu'il y a eu l'affectation de savoir où c'est qu'on allait et l'armement qu'on nous donnait. On avait un fusil pour un et l'autre avait les cartouchières. Et le fusil, c'était le Lebel. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Lebel. C'était un fusil dans la guerre de 14 qu'on appelait la canne à pêche. S'il était très, très rare. Alors on est monté le GMC et donc on est parti. Alors un avait le fusil, moi je ne me rappelle pas si j'avais le fusil ou la cartouchière, mais enfin, on avait un armement pour 2. Et un poste Python sur la frontière, alors, ça ressemble on a été quand même surpris parce qu'avant d'arriver au poste Python, on a traversé différentes contrées et on voyait des gens et des militaires qui étaient cantonnés sur des hauteurs. Et en même temps, on a commencé, le convoi, c'était le convoi de ravitaillement, d'approvisionnement, qui amenait en même temps le courrier, qui amenait dans les différents postes, parce qu'on traversait différents postes. Et on a été surpris parce qu'on est parti avec des AMX, 2 AMX devant et derrière, et nous on était encadrés par ça. Et au bout d'un moment de route, on a vu l'aviation qui nous survolait, les pipers, qu'on appelait, qui nous survolaient. Alors on se demandait qu'est-ce qui allait se passer, où c'est qu'on allait. On était quand même inquiets. Voilà. Et sur le poste Python, vous m'aviez raconté, vous aviez autant été soldat que maçon. Ça, pas celui-ci. Ça a été, pour ainsi dire, le dernier poste où on a cantonné ce poste du village où nous étions,
c'était le poste de l'Ami, du village de l'Ami. C'était un poste pas tout à fait frontière, mais pas très loin de la frontière, et qui était ceinturé par le réseau électrifié. Donc on était surtout en mission, si je raconte ça, c'était pour dire, c'était surtout en mission de surveiller le réseau électrifié. Et de là, on était surtout, notre objectif, c'était de monter des embuscades, de faire des bouclages par rapport aux différentes opérations qui pouvaient se faire, parce que le régiment était opérationnel, mais n'était pas impliqué directement dans les accrochages. C'était au commando ou à la Légion, qui était cantonnée également. Il y avait un bataillon, il y avait une compagnie de légionnaires qui était affectée dans le poste de l'Ami, en même temps qu'un poste d'artillerie. C'était un poste assez important. Donc, on venait là pour les ouvertures de route, principalement, les embuscades et les opérations de bouclage. Alors ça a été notre objectif et notre mission pendant pratiquement les 6 mois qu'on a occupé le poste de l'Ami, parce qu'on changeait à peu près de poste, le régiment changeait, les régiments changeaient le poste à peu près tous les 6 mois. Il y avait 3 ou 4 postes sur lesquels nous étions censés occuper. Qu'avez-vous ressenti lors de votre baptême du feu? Alors là, baptême du feu, je me trouvais de garde, de sentinelle de garde. On logeait dans un blocos sur la hauteur du village. On était en face du réseau électrifié. Et donc, c'est aux environs de minuit, on a entendu des coups de feu et des balles traçantes. Alors, moi, j'ai été surpris. Comme j'étais de garde, la première réaction, ça a été de me jeter par terre et de me camoufler. Puis j'ai crié, on est attaqué, j'ai attaqué. Les gars du poste, où nous étions dans le blocage, nous étions 6 ou 7. Dès qu'il y a eu les premiers coups de feu, et par rapport aux balles traçantes qui partaient, ils ont riposté avec les nouzelles. Le poste était équipé d'une 12-7. Tireur à 12-7 a de suite arrosé le secteur. Et moi, à 4 pattes, je suis rentré dans le blocos pour me mettre à l'abri. Voilà. Comment on gère, si on peut gérer cette peur, justement? Mais vous savez, la truc, c'est de sauver sa peau. La première chose, ça, c'est l'instinct. On essaie de sauver sa peau. Et puis après, la deuxième réaction, c'est de voir ce qu'on peut faire éventuellement, si on peut riposter. Enfin, c'était par rapport au truc, il y a eu le réseau était équipé de mines éclairantes. Donc il y a eu des 2 ou 3 mines éclairantes qui ont été tirées. Ça a illuminé le ciel et donc on a pu voir le secteur sur une certaine distance. Comme l'harcèlement. Alors l'harcèlement était fait de... C'était un harcèlement. L'harcèlement était fait de tirs d'armes automatiques et de mortiers de 60. Les mortiers de 60 étaient dirigés principalement, pas sur nous, parce que nous étions en première ligne, étaient dirigés sur le contrebas du village où il y avait l'artillerie qui elle-même a riposté par des tirs d'obus. Ça ne dure pas très longtemps, ça dure 10 minutes, un quart d'heure, puis tout redevient calme. Après, c'est le brûlement de combat. Du fait qu'il y a eu harcèlement, et de suite, les compagnies se mettent en action et s'en vont à l'extérieur du village pour essayer de repérer éventuellement si on peut retrouver des ennemis. Justement, quel était votre sentiment envers l'ennemi? Eh bien, le sentiment qu'il y en avait envers eux, ils voulaient défendre leur pays en quelque sorte, et nous, on nous avait envoyé là pour défendre la France. Alors, il y avait quand même un peu d'animosité, mais enfin, du fait qu'on n'était pas... Du moment que vous n'êtes pas confronté directement face à face avec quelqu'un, vous avez un sentiment de haine, mais il ne peut pas s'exprimer par l'action.
quels étaient vos rapports avec la population musulmane et les Européens? Est-ce que vous en aviez? Non, on n'avait pas de contact avec les Européens. Il n'y avait pas trop de sentiments on n'était pas bien vus, on va dire. Voilà. Nous n'étions pas bien vus parce qu'on était l'envahisseur. Et également, avec la population musulmane, on n'en avait pas. Eux, ils étaient plutôt dans la peur de savoir ce qui allait se passer, parce qu'ils avaient la pression de leur ressortiment et ils avaient la pression de l'armée également. Quelle perception vous avez eue de l'arrivée du général de Gaulle à l'arrivée? Est-ce que vous pensiez que ça pouvait changer quelque chose pour vous ou pour ça a changé, oui. On a fait 3 mois supplémentaires. C'est surtout ça qui a changé. On a fait 3 mois supplémentaires. Alors, peut-être je vous en avais parlé. J'avais eu la chance de faire la connaissance quand à mon arrivée au foyer de la compagnie, du responsable du foyer, et en parlant, il s'est avéré que nous étions du même département, et même en parlant, on a fini par apprendre que nous étions parents. Parce que sa maman et ma grand-mère étaient demi-sœurs. Et je ne le connaissais pas. Donc on a fait la connaissance, et ça m'a beaucoup aidé. Alors eux, bien sûr, ils étaient révoltés de faire 3, parce que lui, il était libérable, et il a fait 3 mois de plus. 5 jours de plus. Eux, il avait un travers. Nous, on était dans le bain. Qu'on fasse 24 mois, 27 mois, vous savez, après, quand on est dans le bain, on est dans le ballon de danse. Comment se sont passés les derniers jours avant la quille? Les derniers jours avant la quille, nous étions cantonnés sur le dernier piton que j'avais rejoint après mon passage au peloton à J. Nous l'avions rejoint en novembre 59. Et c'était un piton où il n'y avait absolument rien. Et c'est là que nous avons eu pour mission de construire un poste. Et c'est là que nous sommes devenus maçons. Il y avait dans la compagnie et dans la section, il y avait différents corps de métier, et les uns par les autres, on est arrivé à monter un bâtiment. Parce qu'on logeait dans des tentes marabouts. Nous étions approvisionnés tous les 2 jours en eau et en nourriture. Il y avait 2 pitons, et en plus, nous n'étions pas très loin de là où on était. On se dire, en se penchant, on voyait la mer. C'était un endroit agréable. Et c'est là où se terminait le réseau électrifié. Donc, on avait pour mission principalement de construire et en même temps de faire des patrouilles, des embuscades, comme tout ce qui se passait dans la vie militaire à cette époque-là. Après la quille, vous rentrez en France. Est-ce que vous pouvez nous raconter les premiers jours au moment du retour? Là, vous savez, les premiers jours, quand je suis arrivé à Montpellier, d'ailleurs, je suis arrivé un matin, on arrivait à naviguer toute la nuit sur le bateau, je suis arrivé dans la matinée, et j'ai eu l'impression de débarquer dans une ville inconnue. Et de découvrir Montpellier, alors que Montpellier, c'était ma ville de naissance et que je connaissais par cœur. Et j'ai mis un moment pour réaliser. Je m'étais arrêté, je me souviens, au square au Planchon, qui était face à la gare. Je me suis assis sur un banc. Je n'avais pas pu prévenir mes parents de mon arrivée. Je me suis assis sur un banc et essayé de réaliser que je me trouvais à Montpellier. Ça a été un moment où j'étais perdu et je ne reconnaissais plus rien. Est-ce que vous avez parlé de la guerre avec vos proches? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que je n'en avais jamais parlé lors de je n'ai eu qu'une permission pendant mes 2 ans. Mes 2 ans en Algérie, j'ai eu qu'une permission de 15 jours. Donc, cette permission, les 15 jours, sont déroulés d'une rapidité. J'ai pratiquement tellement vite que j'ai aucun souvenir précis de cette permission. Donc après,
Comme je vous avais dit, j'ai été pompier à l'âge de 18 ans. Mon père étant pompier, j'ai réintégré le corps des pompiers volontaires de Montpellier et j'ai retrouvé ma famille de pompiers. Mon père était caserné, était logé dans la caserne dans la rue Pitot. Et donc, j'ai retrouvé quelques copains de jeunesse et d'enfance. Cela m'a bien aidé. Et de plus, j'avais eu droit à une permission supplémentaire ayant fait 3 mois, même 6 mois de plus. On a eu droit à un congé supplémentaire. Arrivé en France en avril 1959, je n'ai repris mon travail qu'en août. J'ai eu le mois de mai qui a prolongé ma permission libérable, mais mes congés donnés par l'administration, étant donné que j'avais fait du temps supplémentaire. Donc en 62, vous êtes à Montpellier lorsque les rapatriés arrivent. Comment ça s'est passé? Comment ça a changé la ville? Comment vous avez vécu cela? D'ailleurs, on a été en tant que pompier, il y avait un poste de soutien, enfin on faisait pratiquement plutôt de la conciergerie. Et c'était pour venir en aide aux rapatriés qui arrivaient, aux familles. C'était dans l'ancien lycée de garçons, qui est devenu le lycée maintenant. Et il y avait tout un bâtiment qui avait été réservé pour eux. Et il y avait des logements avec des lits, des chalets. On avait constitué des pièces, pour ainsi dire. Et ils étaient logés famille par famille. Alors, notre rôle, c'était éventuellement de les soutenir moralement, de ne pas leur donner un peu plus de tristesse et de difficulté à se réintégrer dans la vie. Et de plus, moi, je vous avais peut-être raconté, j'ai été réfugié pendant la guerre 39-40. Pendant 1 an, j'ai été réfugié dans l'Aveyron. Alors, je savais ce que c'était que le dépaysement de son pays, de son département. Donc, moi, j'étais complètement imprégné par le fait de les aider le mieux qu'on pouvait, par les renseignements qu'on pouvait leur donner, ne pas leur provoquer des trucs supplémentaires. Et la ville également a beaucoup changé. La ville, elle a évolué. D'ailleurs, la ville s'est agrandie. C'était agrandi. En 62, Montpellier avait une centaine de mille habitants. Et de par l'afflux des rapatriés, on est monté à 150 000. Ça a été, des constructions se sont faites de partout, et notamment le quartier de Monson-La Paillade. Ça s'est fait dans les années 64-65. Tout à fait. Monsieur Larda, notre entretien est bientôt terminé. Nous n'avons pas pu tout évoquer, donc je vous laisse le mot de la fin si vous voulez parler d'une chose que nous n'avons pas évoquée en particulier. Eh bien, moi, j'espère vous avoir donné le meilleur renseignement que vous souhaitiez et avec le plus de vérité possible. Et je n'avais pas l'intention de vous raconter des histoires parce qu'il y a eu assez c'est un drame quand même, un drame qui s'est produit quand même, malgré qu'on en dise, le nombre de morts qu'il y a eu, de blessés. Et il y a de nombreuses familles, notamment de Montpelliérains, qui en ont souffert. Vous disiez 46 Montpelliérains qui sont morts. Oui, 46 Montpelliérains, et parmi ces 46, j'en ai 3 ou 4 que je connaissais, avec qui j'avais été à l'école, je connaissais de quartier. Dernière question. Nous l'avons dit en introduction, vous avez été décoré. Et il y a une petite histoire. Cette décoration, vous l'avez reçue, mais bien plus tard. Oui, alors, je vous situe l'événement. Nous étions en poste à Romelsouk. Après la mine, nous sommes partis à Romelsouk. À Romelsouk, où nous sommes restés 5 ou 6 mois également. Et lors d'une ouverture de route dont la compagnie et la section devaient faire l'ouverture, moi, je me trouvais comme poste, j'étais éclaireur de pointe, qu'on appelait.
Et je me trouvais l'éclaireur de pointe, c'est le soldat qui se trouve devant et qui fait l'ouverture avec le minimum de précaution pour faire avancer la section. Je me suis donc dirigé vers le piton où nous devions passer toute la journée pour faire passer le convoi. Nous étions un peu en avance et moi j'étais plus pressé de monter sur ce piton que de rester en bas et d'attendre le reste de la section. Je me suis monté sur le piton qui était situé à 100 ou 200 mètres au-dessus de la route. Et quand je suis arrivé sur le plateau du piton, j'ai vu de la terre qui avait été remuée. Et également, j'ai aperçu des tubes de Bangalore et des tubes que je ne connaissais pas, que j'ai su par la suite, et des roquettes. Les roquettes, je savais ce que c'était. Les roquettes, c'était ce que l'on lançait avec le lance-roquette. Mais les tubes de Bangalore, je ne savais pas ce que c'était. Et donc, ils étaient plus ou moins enterrés. Et j'ai aperçu un fil électrique. J'ai suivi ce fil électrique qui m'a amené quelques centaines de mètres plus bas à un détonateur électrique dont le fil n'était pas encore relié. J'ai tiré ce fil électrique et je suis vite remonté sur le piton. Le reste de la section avec l'équipe, parce que la section une section était composée de 2 groupes. Il y avait le premier groupe qui faisait l'ouverture et l'autre groupe qui était en relais pour en appui. Et je suis monté, le reste de l'équipe était arrivé. J'ai expliqué au caporal de l'équipe ce que j'avais vu et ce qui s'était passé. On a de suite prévenu avec la radio qui était arrivé à notre hauteur. On a prévenu le lieutenant de compagnie et tout se déroulait comme ça. Mais cette décoration... Cette décoration, ça a été un truc que j'ai reçu. Alors, je peux vous le dire, je me trouvais donc, sur le poste Piton 205 que nous étions en train d'aménager. Je rentrais d'embuscade. C'était un soir de Noël, un soir de Nouvel An. Un soir de Nouvel An 59. Je venais d'être désigné pour faire la patrouille de nuit. Et comme c'était le soir de réveillon que nous avions prévu de faire un petit repas ensemble avec toute la section, on a abrégé et j'avais été nommé caporal, j'étais donc le chef d'équipe de ce groupe et on a abrégé, au lieu de rentrer à 2h du matin, nous sommes rentrés à minuit et demi. Et quand je suis arrivé à minuit et demi, tout le monde était réuni devant la salle et c'est là que le chef de section m'a annoncé, il me souhaitait la bonne année d'ailleurs, il m'a annoncé que je venais d'être promu sergent, étant donné que j'avais réussi au stade de deuxième sous-officier, et en même temps m'a donné ma décoration que je n'attendais pas du tout et que j'ai été le premier surpris. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage, Monsieur Larda. Merci à vous de m'avoir interrogé. Ça m'a en même temps permis de rappeler quelques souvenirs heureux et moins heureux. C'était Fragment d'Histoire, Algérie-Montpellier, une production de Montpellier Méditerranée Métropole, réalisée par Radio Aviva. Rapatriés, harkis, appelés. Ils ont vécu en Algérie, y ont laissé leurs racines ou leur jeunesse, puis se sont installés à Montpellier. Découvrons comment les événements ont bouleversé leur vie personnelle et familiale.